Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour une 428e rencontre Vlil. Et ce soir, on a la chance de recevoir Swan Dupont pour son ouvrage Fille de pute aux éditions Istia et compagnie. C'est une maison qu'on apprécie particulièrement, qu'on reçoit depuis longtemps, qui a changé de nom, qui s'appelait Slatkin et compagnie au départ, qui est devenu Istia et compagnie. Et c'est un premier roman pour Swan Dupont. Bonsoir, Swan. Bonsoir et merci beaucoup d'être là, tout le monde. Alors, je suis un peu, c'est ce que je disais à Anthony avant, je me sens un peu vieille parce que je fais des réunions Zoom, mais pour autant, je manipule très mal les outils. Alors, je vois en bas le nombre de participants, je vois des petites vidéos sur la droite. C'est très émouvant de voir des têtes. Très bien. Alors, il y a des livres qu'on lit debout, sans s'en rendre compte. Le corps se redresse, la respiration change, quelque chose demande de l'attention. Fille de pute fait partie de cela, non parce qu'il crie, mais parce qu'il oblige à écouter autrement. Il n'avance pas à grands coups d'éclat, il s'installe, il regarde, insiste. Ce livre commence là où beaucoup préfèrent détourner les yeux. Dans un mot qui a trop circulé, trop blessé, trop servi à désigner sans jamais comprendre, un mot jeté comme une pierre, repris ici non pour provoquer, mais pour le déposer sur la table, à hauteur humaine. Le regarder enfin, sans le faire briller, mais aussi sans le faire taire. En lisant Swann Picard, Dupont, pardon, T'inquiète. on comprend que la violence la plus profonde n'est pas toujours spectaculaire. Elle se niche dans les phrases qu'on ne relève plus, dans les regards qu'on n'interroge pas, dans les héritages qu'on reçoit sans mode d'emploi. Le roman avance par petites secousses, rien n'est surligné, tout est tenu. Ce qui bouleverse demeure dans la décence, cette façon de ne jamais réclamer la compassion, de ne pas expliquer ce qui pourrait pourtant être démontré, de laisser au lecteur la responsabilité de sentir, de comprendre, parfois trop tard. Le texte fait confiance, et cette confiance même nous engage. Fille de pute désigne la filiation, avec des creux. Il parle de honte, mais sans apitoiement. Il parle de colère, mais sans posture. Il parle surtout de vivre avec un mot collé au front, et de ce qu'il faut de force pour ne pas le laisser dicter toute une existence. Il y a dans ce livre une attention presque morale aux gestes ordinaires, un refus de l'héroïsation, une manière de dire que les vies cabossées ne sont pas des concepts, mais des corps qui avancent, qui se trompent, qui tiennent comme ils peuvent, car en refermant ce roman, nous n'avons pas appris une histoire, nous avons appris une manière de regarder, on sort moins sûr de soi, mais plus attentif, et c'est peut-être là aujourd'hui l'un des gestes les plus politiques et nécessaires de la littérature. Alors ce soir, nous n'allons pas expliquer ce roman, nous allons l'écouter et essayer de comprendre comment une langue peut, parfois, rendre à la dignité ce que le monde s'acharne à abîmer. Eh bien, rebonsoir, Swann Dupont. Ben, merci beaucoup, Anthony, déjà. Il est très beau ton texte. Merci. Alors Swann, c'est un premier roman, c'est toujours un acte fondateur, c'est toujours un acte politique, littéraire extrêmement puissant. Il est souvent très personnel, le premier roman. Ça arrive quand même de manière récurrente. J'aimerais que tu nous parles de cette envie, de cette urgence peut-être. On sent qu'il y a beaucoup d'urgence dans ce texte-là. Quelle a été ton envie, ton déclic, ton totem pour démarrer l'écriture de ce livre? En fait, c'était pas forcément une envie, ouais, comme tu dis, c'était plus une urgence. Ça commence exactement comme commence le roman, c'est-à-dire que je me suis retrouvée un soir à être larguée par SMS par mon amoureux de 6 ans. J'étais enceinte, je le savais pas encore à l'époque, mais je portais déjà tout ça. Et en fait, je me suis dit, c'est tellement gros à avaler ce genre de nouvelles que faut que je l'écrive pour comprendre un petit peu ce qui se passe ou pour garder des traces ou je comprenais pas très bien la portée de mon acte là, mais j'avais besoin de sortir tout ça de moi parce que j'arrivais pas à traiter l'info. Et donc en fait ça a commencé comme l'écriture d'un journal intime où jour après jour j'ai écrit ce qui se passait dans mon corps et dans ma tête suite à cette rupture là, presque comme une thérapie au final. Euh, j'ai tenu peut-être 15 jours, c'est-à-dire jusqu'à découvrir ma grossesse. Après ça, je suis un petit peu plus rentrée dans l'action, j'ai un peu plus délaissé le récit en le reprenant tout de suite après.
l'avortement en question, parce que, pareil, je me suis dit, c'est un accident de la vie qui arrive à beaucoup de personnes, et j'ai voulu comprendre pourquoi est-ce que moi, il m'arrivait là, à 27 ans, pourquoi moi, pourquoi maintenant, et en fait, c'est comme ça que j'ai déroulé le fil au final de ma sexualité, de comprendre où est-ce qu'elle prenait sa source, et à quel point mon milieu d'origine, donc mon milieu familial et social, avait pu influencer cette sexualité-là. Et puis jusqu'à me rendre compte, encore une fois, c'est comme ça que débute mon roman, me rendre compte que au même âge, à cet âge où moi j'avortais, bah, mon père divorçait pour épouser cette belle-mère qui allait m'influencer directement, quoi. Alors, j'aimerais que tu nous parles en effet de. Il y a marqué roman sur le texte. Pour le coup, c'est annoncé comme un premier roman et pourtant, évidemment, il y a beaucoup de choses personnelles à l'intérieur. Ça aussi, est-ce que c'était un choix particulier d'utiliser la première personne du singulier? Est-ce que ça te mettait aussi en danger d'écrire à la première personne? Est-ce que tu y as réfléchi? Est-ce que tu as pensé aussi à ce que ça allait déclencher dans ton entourage et dans les personnes qui sont ici ou là, pas citées, mais en tout cas qui sont dans ton univers, dans ton environnement? Est-ce que tu t'es posé la question de tout modifier pour romancer les choses ou au contraire, l'urgence était plus importante? Non, t'as raison, l'urgence était plus importante. En fait, j'ai écrit au départ sans penser qu'un jour j'allais être publiée. Et donc, en fait, j'ai l'impression que ce roman, c'est pratiquement un premier jet. J'ai pas pensé à la chronologie, j'ai pas pensé à la construction. J'ai vraiment écrit. Tout est resté dans l'ordre, si tu veux. C'est des épisodes de vie qui se sont mis. Bah, en fait, c'est simple, hein, ça suit la chronologie de ma vie, donc ça, c'était assez évident de le trouver. Mais non, non, j'ai pas du tout réfléchi à tout ça. Ça s'est un petit peu. Ouais, ça s'est construit tout seul. Et c'était tellement dans l'urgence et dans la colère que non, le jeu, il était évident. Je voulais pas me mettre à distance pour raconter une histoire qui était la mienne. Donc ça, non, non, c'était évident. Et pour la partie autobiographique, en fait, si ça s'appelle roman, c'est que je pars du principe que dès lors où tu racontes quelque chose qui est passé, quelque part, tu le transformes par le récit. Donc il est, ça reste un roman, oui, inspiré de ma vie. Disons que j'ai remodelé en fait tout ça, j'ai remodelé cette matière véridique. Ok. Alors, on ne l'a pas dit en préambule, mais tu es aussi très proche du milieu cinématographique. Tu es réalisatrice, productrice, Productrice, scénariste, pas pardon. encore. Ouais. Scénariste, pardon. Et le cinéma a vraiment joué un rôle important dans ta vie, puisque tu es aussi une spécialiste de la nouvelle vague, de ce que j'ai cru voir. Le cinéma est présent également dans le texte, parce que au-delà de l'écriture qui est cinématographique et des images que tu peux mettre derrière chaque mot, c'est aussi une question de véritable cinéma qui t'a ouvert aussi l'esprit, qui t'a aussi ouvert beaucoup de portes, notamment celle de mai 68 où la sexualisation était totalement libre. Il y a aussi un passage dans le livre à ce propos-là. Quel rôle ça a véritablement joué dans ta vie? Est-ce que tu aurais été différente sans cet apport cinématographique? Il est souvent question aussi de Brigitte Bardot. Donc pour le coup, c'est assez d'actualité là aussi. Mais c'est vrai qu'on imagine à chaque fois, derrière chacun de tes mots, on imagine une scène, une image. C'est extrêmement imagé et c'est pas toujours le cas quand on fait un exercice d'autobiographie. Bah, en fait, je pense que premièrement, le cinéma, c'est un petit peu la fenêtre qu'on a sur le monde quand on vient d'un village. Alors ça peut être la télé, hein. Et moi, en l'occurrence, c'était le cinéma, mais alors davantage par les films que j'ai trouvés adolescente, parce que dans ma famille, on regardait pas forcément de films, hormis les dessins animés de beaucoup d'enfance. Mais non, non, moi, ça a été vraiment ma fenêtre sur le monde. Et quand tu parles effectivement de la nouvelle vague, ouais, il y a eu tout un courant que j'ai découvert adolescente, en fait, en trouvant, j'en parle dans le roman, le DVD du mépris de Jean-Luc Godard au Leclerc du coin. En fait, j'ai découvert tout un pan, toute une culture que je n'avais pas jusqu'ici. Donc, effectivement, ça m'a ouvert des portes énormes. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'avais pas forcément de passion quand j'étais petite pour un domaine particulier, mais dès lors où j'ai trouvé ce film et j'ai creusé ce courant-là, j'ai su que je voulais faire du cinéma. À quel poste, je ne savais pas, mais en tout cas, je sais que ça me tenait.
Et ce qui était important ici, c'est que pour partir du village, comme beaucoup, et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, si j'avais pas mon bac, si je partais pas à la ville pour faire des études, franchement, je sais pas comment est-ce que j'aurais pu partir tout simplement, quoi. Donc très vite au lycée, j'ai pris l'option cinéma. C'est là que j'ai creusé énormément la question de la nouvelle vague française, jusqu'à reprendre cette thématique et ce mouvement-là dans mon master, donc 6 ans plus tard. Mais oui, ça a été un peu ma bouée de sauvetage, en fait, me raccrocher à quelque chose qui à la fois me permettait de comprendre que ma sexualité, en fait, elle pouvait très bien être telle qu'elle, parce que dans la nouvelle vague, la sexualité des femmes, ben, elle était totalement légère, et c'était complètement un motif de rébellion, de révolution. Donc ça, déjà, ouais, c'était un exemple imposé. Et puis oui, comme je te disais, ça m'a permis de partir, en fait. Alors, on va parler de ce titre qui forcément interpelle. Il n'y a pas de d'exclamation à la fin. Et je me suis posé la question finalement, qui ou quoi prononce véritablement le titre? Parce que finalement, à qui s'adresse-t-il? Est-ce que c'est un état? Est-ce que c'est un état de fait? Est-ce qu'au contraire, c'est comment dire, une interjection? Euh, En fait, ce titre-là, il est fort. C'est évident qu'il est fort parce que il fait aussi référence à ce fils de pute qui est souvent utilisé, qui est évidemment même galvaudé, on pourrait dire. Euh, mais à qui il s'adresse, qui le prononce? Est-ce que tu t'es posé la question de savoir qui le prononçait? Parce que j'ai l'impression il va de toutes parts en fait. On a l'impression que il est prononcé par quasiment tous les personnages. Ouais, ouais, mais en même temps, il est aussi simple à employer que l'insulte fils de pute qui est un peu plus courant. Ça part à tout va et il suffit de déborder un petit peu des cases, d'avoir une sexualité un peu plus débridée que la norme pour qu'au final, tu sois traité de fille de pute ou de salope ou qu'importe. Mais ce genre de choses qui touchent surtout au féminin en plus. Non, non, moi j'ai choisi ce titre aussi pour, ouais, comme un constat, en fait, qu'on sache avant même d'ouvrir le roman de quel point de vue est-ce qu'on allait se positionner en lisant mes mots. Et puis c'est aussi une rébellion. J'en parle à un moment où, en fait, je dis une fille de pute, ça peut aussi écrire. En fait, ça aurait pu être fille de prolo, ça aurait pu être fille de beaucoup de choses. Euh, mais dans les faits, c'est mon positionnement qui compte avant tout, c'est mon regard. On va se positionner tel quel, et puis après, on verra comment ça évoluera. Mais ouais, c'est un constat et je trouvais ça important de commencer comme ça, en fait. Alors Delphine, c'est à toi. Alors tu n'as pas le micro allumé et ça devrait être bon maintenant. Voilà, c'est bon. Excusez-moi. Bonjour et bonjour Swan, bonjour à tous. En fait, je me permets de rebondir sur la question d'Anthony parce que pour expliquer un petit peu pourquoi j'ai lu votre livre et pourquoi j'ai choisi de le lire, Anthony nous propose des rencontres et effectivement, j'aime bien des fois lire en amont de la rencontre et j'ai pas toujours le temps, c'est pas toujours le cas. Donc, j'ai regardé un petit peu et j'ai vu qu'il y avait votre roman. Et en fait, c'est à la fois la couverture et le titre qui m'a interpellée parce que récemment, moi j'encadre des jeunes qui sont lycéens, hein, essentiellement des secondes en l'occurrence. Et, euh, et cette insulte, elle est venue sur le tapis il y a très très peu de temps. Et du coup, ça a fait écho. Quand j'ai vu le roman, je me suis dit non, c'est pas possible. Enfin, j'avais l'impression que c'était que ça se comme une synchronicité des choses. Et cette insulte, justement, je revois la jeune en face de moi me dire, et ma question arrive, bien sûr, excusez-moi, mais je revois la jeune me dire, vous vous rendez compte, madame, elle a insulté ma mère. Mm. Et du coup, moi, de la faire réfléchir, je dis, est-ce que tu crois vraiment que l'insulte est destinée à ta mère, en fait? Mais vous ne vous rendez pas compte, si je le dis à ma mère, ça va la blesser. Et je dis oui, d'accord, mais tu n'es pas obligé de le dire à ta mère. Donc, en l'occurrence, ta mère, ça va rien lui faire du tout. Et elle, d'inciter, de s'accrocher à ce côté, oui, mais ma mère. Et j'ai mis énormément de temps à essayer de faire changer son regard et de se dire à l'instant T, cette insulte, elle a blessé qui? Et du coup, par rapport à ce qu'Anthony a dit, par rapport à ce que vous venez de répondre,
dans le roman, cette insulte, elle blesse qui? C'est un peu ma question. Bah, en fait, j'espère, elle blesse personne parce que effectivement, c'est une insulte très simple, comme on peut dire fils de pute sans connaître forcément la sexualité de la maman en question. Mais effectivement, je suis partie de ce constat-là où en fait, c'est souvent la sexualité féminine qui est visée dans les insultes. Le fils de pute, il est très très simple à employer, il est ultra courant, et alors c'est quand même effectivement fou que le fils de pute, moi je l'avais entendu qu'à mon époque, mais qu'il existe encore, peut-être qu'il va se démocratiser, je sais pas, je le souhaite pas forcément, hein. Mais non, en fait, au contraire, c'est plus un blaze, c'est pas un surnom, mais c'est, comment? Moi je le prends pas comme une insulte. Euh, non, c'est comme un titre en fait, quelque part. Et je le brandis haut et fort. J'écris de ce point de vue-là. Et en l'occurrence, le fils de pute, il me concerne moi. Dans le roman, je parle effectivement de cette belle-mère, alors qui est potentiellement, on l'a jamais su en fait, prostituée parce que c'était les racontars du village, parce que je le dis souvent, mais dans chaque village, il y a un idiot et une pute. Et là, dans mon village, bon, bah, c'était elle. Et ça, pour le coup, je pense que ça n'a pas changé. Il y a toujours des espèces de personnages à tenir, en fait. C'est comme une espèce de troupe de théâtre à échelle humaine. Et, euh, non, non, pour moi, enfin, j'arrive pas à l'intégrer comme une insulte, en fait. C'est Oui, un donc, constat. C'est comme fils d'eux, fille d'eux, fils d'écrivain, fille de prolo. Bon, moi, c'était fille de pute, quoi. Mais après, donc, effectivement, ça dépend comment est-ce qu'il est balancé, hein. Là, si on veut blesser, si la personne en question, la lycéenne, l'a pris comme ça, euh, peut-être même qu'il y avait absolument aucune raison de lui balancer ça, mais c'est tellement simple de toucher cette corde-là parce que la sexualité, ben, c'est très souvent une corde sensible, et surtout la sexualité de la maman. Donc la personne devait être au exactement. courant de tout Enfin, ça. l'image que ça renvoie, enfin, Mm. et du coup, bah, c'est vrai que en lisant votre roman, eh ben, ça a à la fois fait écho à ce que la jeune fille a dit, et en même temps, c'était très rassurant Mm. de se dire que finalement, ça pouvait n'être qu'une insulte, un blaze, comme vous avez dit, enfin, Ouais, ou un étendard qu'on brandit, exactement, c'est et ça. voilà. Ouais, Ben, merci beaucoup. merci. Tout le début du livre est dédié à cette quête entre la putain et la mère. Notamment, il y a ce distinguo qui est fait régulièrement. Tu écris même, pour la première fois, je prends conscience de l'omniprésence du sexe sur le monde. Et pour moi, ce sexe est sale et indigne puisque le sexe, virgule, c'est elle. Elle qui est donc la belle-mère, qui est toujours en italique, comme si elle n'avait pas de chair, comme si elle était extrêmement factice, quasiment dénuée d'apparence physique. C'est ça qui est très fort aussi dans le début du texte aussi. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand on voit son père qu'on aime tant? Il y a beaucoup d'amour paternel aussi dans ce texte-là, notamment au début. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une jeune adolescente quand on voit son père aller avec une personne qui, d'apparence, n'est pas celle qu'on aimerait avoir à ses côtés? Bah, déjà, le premier problème, il est encore plus simple que ça. En tant qu'enfant, quand ça arrive, c'est pas tant que la personne soit telle qu'elle, c'est que la femme en question, ce soit pas sa mère. On comprend pas. Enfin, c'est très difficile à appréhender le fait que le papa parte avec une autre femme. Elle aurait pu être boulangère, elle aurait pu être plein de choses, mais ce qui prime, c'est ça. Quand je parle de voleuse de père à un moment, c'était ça, premièrement, qui moi me plaisait pas. Après, le fait qu'elle ait été ultra sexuée, sexualisée. euh, c'est quelque chose qui me paraissait, en fait, qui me paraissait violent parce que je comprenais pas ça. Moi, ma sexualité à moi, elle n'était pas encore construite. J'avais jamais eu affaire à ce genre d'image. Et en fait, c'était trop gros d'un coup à découvrir. Donc, évidemment, c'est sale, mais on a vite fait de dire que la sexualité, c'est sale. C'est comme quand deux gamins, enfin, un gamin voit ses parents s'embrasser ou deux adultes s'embrasser, ils vont vite fait de dire, ah, dégueulasse, je ferai jamais ça de ma vie. En fait, je crois qu'il y a un moment où de toute façon, on rejette la sexualité avant de la découvrir soi-même. Et c'est vrai qu'il y a ce distinguo entre
la mère et la belle-mère, cette mère qui fait des ménages au début, voilà, qui n'est pas dans la sexualisation de la belle-mère aussi. Il y a un vrai distinguo, une vraie dichotomie entre les deux. Et c'est même cette mère-là qui, quand elle récupère ses enfants, les lave. Il y a une très belle scène aussi où elle lave comme si elle voulait laver de tous les péchés qu'ont pu faire les enfants, ou en tout cas même le fait que cette femme ait pu les toucher, ait pu toucher leurs vêtements. Là aussi, il y a une vraie vérité en fait. Je trouve que j'ai rarement lu un roman avec autant de vérité, un, sur l'adolescence féminine. Je trouve que, alors je ne suis pas une femme, je n'ai pas vécu d'adolescence féminine, mais j'ai vu des adolescentes que j'ai pu croiser au collège. La description que tu fais de tous de toutes ces collégiennes extrêmement sexualisées aussi à une certaine époque et qui continuent aujourd'hui, notamment à travers les réseaux sociaux, on la connaît, cette vérité-là. Euh, donc, un, c'est sur l'adolescence féminine, mais c'est deux sur le divorce, ou en tout cas sur la séparation, comment on vit un divorce quand on est adolescent, euh, et surtout le manque d'attachement, quasiment le délitement des relations qu'on peut avoir avec les adultes à ce moment-là aussi. En fait, là, en l'occurrence, ce qui était assez difficile, c'est que ce divorce, il est arrivé au moment où je m'apprêtais justement à découvrir mon corps et ma sexualité. Et je pense que c'est quelque chose qui se construit par rapport à l'image qu'on nous met sous le nez à ce moment-là, donc l'image des parents. Et moi, en l'occurrence, donc j'avais ma maman qui était, oui, qui était pas très sexualisée parce que pas le temps, parce que faut nourrir trois bouches et il faut faire les ménages et travailler à la cantine. Et face à elle, il y avait cette femme hyper sexualisée qui potentiellement vivait de cette sexualité-là. En fait, c'est toujours le complexe de la maman et la putain, hein. C'est vieux comme le monde, mais c'est encore d'actualité. Et et il y avait ça, et j'ai oublié ta question. Et sur l'adolescence. Et sur l'adolescence, la découverte, non, c'est ça, la découverte de la sexualité? Alors oui, la découverte de la sexualité, mais le fait de... En fait, ce que j'ai trouvé très fort, c'est les images que tu arrivais à déployer quand on était adolescent, Ouais. notamment une femme avec la découverte de la sexualité, mais pas que, la découverte de son corps, la découverte des émotions, la découverte de la rivalité féminine aussi, puisque Mm. dans le texte, il est aussi question de rivalité, de comparaison. D'ailleurs, pour une fois, c'est rare, tu considères même les hommes comme extrêmement faibles et finalement, comment dire, pas puissants du tout en réalité. Tu ne décris pas cette fameuse domination masculine qu'on peut entendre régulièrement. Au contraire, tu dis que derrière chaque homme, il y a une femme et que finalement, les femmes ont le véritable pouvoir. Bah, en fait, dès lors où on joue un petit peu au jeu de l'homme, on comprend très vite ce qu'il y a derrière, on comprend très vite ce qu'ils attendent, et en général, c'est très très simple à comprendre, hein. Et au final, on développe un espèce de langage commun où oui, il n'y a plus de mystère en fait face à cette personne, face à l'homme. Et donc, ils sont faibles parce qu'en fait, ils sont très comment? Ils sont très basiques en fait. Et j'ai pas envie de généraliser, mais en tout cas, le jeune garçon ou l'homme dans sa sexualité, je pense qu'il est moins compliqué à comprendre, il est moins complexe que la femme. Mais après, pour revenir à l'adolescence, déjà, ça me fait plaisir si tu as pu retrouver des motifs qui ont pu euh, comment exister autour de toi, de ton adolescence ou des lycéennes enfin des lycéens que tu as pu rencontrer. Mais je pense que moi, je parle, tu vois, d'une jeunesse dans les années 90. Je pense qu'elle est toujours pareille, en tout cas dans le milieu rural. Euh, L'adolescence, la découverte de la sexualité. J'ai l'impression qu'il y a toujours les mêmes bornes, en fait. Il y a toujours les mêmes situations qui se présentent. Il y a toujours les mêmes rapports entre hommes et femmes. Alors, à la seule différence que maintenant les réseaux sociaux, je pense que ça change quand même pas mal de choses. Moi, j'avais pas ça à mon époque. Je me sens vieille quand je le dis, mais c'est vrai. Mais l'espèce de d'explosion en fait hormonale chez les filles et chez les garçons, bah en fait, ça crée toujours le même type de comportement. Et je pense que ça, c'est toujours d'actualité. Et donc, je cite le passage dont je parlais tout à l'heure sur la domination féminine. Mais l'homme n'est qu'un enfant capricieux. Même le plus grand des patrons est un enfant. Et les hommes d'affaires, confinés au sommet de leur tour, ceux qui catapultent leurs fusées dans l'espace ou leurs bombes sur les villages, rien que des enfants. Il suffit de parler leur langage pour comprendre qu'ils seront toujours insatisfaits, incomplets, en manque. Moi, je parle la langue de l'homme depuis longtemps, depuis toujours. Je sais ce qu'il veut et je sais comment le satisfaire. Je sais aussi que le plus grand pouvoir que la femme peut exercer sur l'homme réside dans sa sexualité.
Il suffit d'aborder avec lui le sujet pour voir comment il redevient petit garçon avec ses questions en cascade et ses joues qui virent écarlates. Il suffit aussi de lire les journaux pour comprendre comment, parfois, il est possible que la putain l'emporte sur le plus puissant des hommes. Et c'est vrai que ce rapport-là, on le voit régulièrement, et dans même les plus hautes sphères politiques. On pense à Dominique Strauss-Kahn, on pense à tant d'autres, finalement. Euh, et c'est rare de lire ça. C'est rare de lire d'assumer que finalement l'homme, alors c'est difficile de généraliser, mais en tout cas dans les sphères peut-être les plus hautes du pouvoir, ou en tout cas dans les sphères puissantes, c'est vrai, on a l'impression que ça se passe vraiment comme ça. On a l'impression que c'est plutôt basique, que c'est plutôt simple finalement à faire tomber. Ouais, et puis je pense que la sexualité, pour le coup, c'est vraiment un langage universel. On peut ne pas venir du même milieu social, de pas avoir la même culture, pas avoir le même territoire de base. En fait, dès lors qu'on parle le sexe, la sexualité, on se comprend. Et non, je dis que la femme, enfin que l'homme peut être faible de ce point de vue-là, c'est que disons que la femme, elle peut venir du plus bas, elle peut être une fille de pute ou elle peut être une pute, elle peut ne pas avoir la culture, elle peut ne pas avoir l'argent. Au final, elle l'emportera toujours, ou souvent en tout cas, sur l'homme via sa sexualité en fait. Et puis il y a ce père très important, puisque ce père qui était au départ très anarchiste, qui était en dehors de tous les cadres, de tous les carcans, qui était libertaire, et qui finalement va devoir faire ses 35 heures à un moment donné. C'est intéressant de voir que parfois, même avec les plus grands idéaux, on est obligé de retomber sur un schéma plus classique. Et puis, tu parles aussi du fait qu'il était ton héros, qu'il incarnait la liberté comme personne, et personne, et surtout pas la société, n'avait d'emprise sur lui. Il était un voleur hors pair dans les magasins, chez les gens, pour rire ou contre la faim. Et je trouve que c'est aussi un portrait d'homme qui est en contre-champ, qui n'est pas forcément direct, mais qui est en contre-champ. C'est aussi un hommage, j'ai l'impression, à ce père-là. Ouais, ouais, c'est un hommage à ce père-là, et en même temps, je trouve que cette figure-là, comme je disais tout à l'heure, dans chaque village, il y a une pute et un idiot. Je pense qu'il y a aussi tout un tas de prolos qui sont d'abord animés par toutes ces mêmes idées anarchistes, et au final, on est finalement très vite rattrapé par le quotidien, et il faut payer un loyer, et il faut subvenir à sa vie, et en fait, on se range. Et même avec les plus grandes idées, même avec les plus grands fantasmes révolutionnaires, ben, en fait, il y a un plafond de verre qui fait que tu es obligé de courber le dos et te rabaisser et puis d'enchaîner les jobs, quoi. Et en fait, je pense que la colère, ça épuise aussi. Et moi, effectivement, je racontais que ce père-là, il était plein de colère et c'était souvent très drôle et très attendrissant, en tout cas tel que je le vois maintenant. Mais on ne peut pas tenir une colère comme ça toute sa vie. C'est fatigant. Et puis il y a aussi, tout à l'heure tu en as parlé brièvement, c'est ce côté, alors j'aime pas trop cette expression, mais pour l'instant j'en ai pas d'autre, c'est cette lutte des classes ou ce côté transfuge de classe. Il est question d'Annie Ernaux à un moment donné. Il est question potentiellement, même inconsciemment, de Nicolas Mathieu aussi. Mm. Il y a véritablement aussi un véritable transfert. Est-ce qu'il y a une souffrance derrière ça? Est-ce qu'il y a une revanche aussi sur cette vie-là? Ah oui, il y a carrément une revanche, et c'est ce que je dis effectivement dans le roman, où moi j'ai découvert un petit peu la littérature en faisant des soirées de babysitting chez les riches, hein, parce que voilà. Et en fait, pendant que les enfants dormaient, moi j'adorais parcourir les bibliothèques et les livres qui en général n'avaient pas forcément été ouverts. Et c'est là-bas que j'ai découvert Annie Ernaux, et je me suis dit, enfin, en fait, ça me paraissait injuste tout ça. J'avais les mêmes capacités culturelles et intellectuelles que ces gens-là, mais j'étais née dans un milieu prolo, dans une famille prolo. Et en fait, bah, très vite, on te fait comprendre que si tu veux avoir accès à cette même vie, bah, il va falloir carburer fort. Et en fait,
quand on te fait penser ça à 15 ans ou à 16 ans, tu te dis bah à quoi bon en fait j'y arriverai jamais. Le plafond de verre, on nous en parle depuis toujours, même à l'école, hein, au final, les écoles de province, c'est une réalité, hein. Dès que t'es pas scolaire, on te fait très vite dévier via dans les branches manuelles, qui au final seront au service des plus riches, des plus puissants. Et moi en fait je voulais pas ça, donc ma revanche, c'est vrai que j'ai une phrase comme ça dans mon roman où je me dis si un jour mon livre trône sur la table basse d'un de ces riches, ce sera une victoire. Et je crois que, enfin, peut-être hein, que peut-être qu'il est sur la table basse d'un riche, j'en sais rien. Si jamais il y en a un parmi vous, manifestez-vous. Je l'ai évidemment noté, celle-là. Je crois que celle-là, ouais, non, non, je l'ai plus. Mais je l'ai plus tard. Bon, bref. Oui, mais je trouve que cette image-là, elle est incroyable parce que le fait d'avoir accouché de ce roman-là, est-ce que c'est ça ta revanche? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est le cinéma? Qu'est-ce qui a déclenché cette revanche-là? Euh, alors, ouais, le cinéma, ça n'a pas été ma revanche. Je dirais que ça a été le moyen de m'émanciper d'abord en rejoignant la ville et de subvenir premièrement à mes besoins parce que ça n'a jamais été vraiment un métier de passion pour moi. C'était surtout alimentaire. Donc, mais ça m'a permis d'avoir le statut d'intermittente et de subvenir à mes besoins comme une grande fille, quoi. Mais non, non, ce roman-là, oui, évidemment, c'est complètement ma revanche. C'est mon livre de colère et en fait, si je l'ai écrit aussi, c'est parce qu'il y avait beaucoup de choses que j'aurais aimé dire à des époques différentes et à des gens qui m'ont finalement muselé et parce qu'ils étaient d'une classe sociale supérieure à la mienne. Et donc, cet acte de résistance, c'était effectivement d'écrire ce livre. Donc, ouais, j'y ai mis toute ma colère. Après, je sais pas ce que j'écrirai ensuite, vu que j'ai tout mis dedans. C'est vrai, ça pourrait être le seul livre de Swann Dupont? Non, j'ai plein d'idées, mais ce qui est certain, c'est que là, en fait, le fait de l'avoir écrit, et depuis la fin de l'écriture, j'ai eu deux enfants aussi, ça m'a hyper apaisée. Je suis plus en colère. Et pour autant, moi, je savais écrire seulement quand j'étais en colère. Donc, non, je vais écrire, et le deuxième roman est en cours, mais il va être toujours personnel, mais il sera beaucoup plus apaisé que celui-ci. Quelles ont été justement les réactions de ton entourage, de ceux qui te connaissaient, de ceux qui se sont reconnus peut-être aussi dans le livre? Est-ce qu'il y a eu des réactions épidermiques, des réactions au contraire qui sont comment dire, un retour en arrière, qui se sont peut-être excusés, qui ont pardonné, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a eu comme retour finalement? Alors, il n'y a pas eu de... Comment? En fait, déjà, j'ai attendu que le livre soit sorti pour le faire lire. Parce que... Et encore, à ma famille, je leur ai pas dit je vous le donne ou je leur ai pas forcément demandé s'ils voulaient le lire. C'est plutôt... Parce que je suis pas dans une... Enfin, je viens pas d'une famille qui lit beaucoup non plus. Donc... Et on parle pas de travail. Donc, en fait, quand j'écris, ça reste pas top secret. Mais disons que ça reste dans ma chambre. Et ça m'en sort pas et je parle pas des sujets que je traite en ce moment. Donc... ils ont vraiment attendu que le livre sorte. Et en fait, j'ai été surprise parce que tout le monde l'a lu, tout le monde a voulu le lire, depuis mon père, depuis ma mère, ma sœur. Alors c'est très touchant parce que ma sœur me racontait, elle travaille à l'usine aussi. Elle me racontait qu'elle s'était enfermée dans les toilettes parce qu'elle a trois enfants et c'est très compliqué de lire parmi toute cette marmaille et qu'elle avait lu des extraits en PDF sur Internet avant d'avoir le livre en main et que au final ça l'avait tellement captivée qu'elle s'était rendue en retard au travail. Et à ce moment-là, je me suis dit mais en fait il faut que je lui donne le livre et tant pis, effectivement c'est très intime et il y avait cette réticence, enfin, cette attente à voir en fait leur retour par rapport à ma sexualité, même si encore une fois j'ai aucun tabou et je peux parler de chaque épisode de ma vie sans problème. Mais disons que j'attendais peut-être que qu'ils fassent le premier pas, qu'ils demandent. En tout cas, j'avais pas envie de leur mettre le bouquin sous le nez en disant bah allez, enfin vous pouvez lire maintenant. Là, pour le coup, la revanche, c'était pas du tout vis-à-vis d'eux parce que je tiens vraiment à le préciser, j'ai eu une enfance particulière, mais une enfance hyper heureuse et ma famille est géniale, quoi. Elle est particulière, mais elle est géniale. Mais après, au-delà de la famille, j'ai beaucoup de personnes de mon village qui ont lu depuis le patron du PMU du village qui est venu m'écrire et ça m'a vachement touchée en me disant que lui, il lisait jamais non plus mais qu'il a quand même fait la démarche d'aller dans la librairie du village, de prendre mon roman et qu'il l'a dégommé en 3 jours. Et en fait, ce qui me touche particulièrement, c'est que je touche là à un lectorat qui ne lit pas en général, en fait, et qui se retrouve finalement dans mon récit.
Même si je parle de sexualité féminine, par exemple, alors que je pensais pas que ça allait toucher des hommes qui ne lisent pas en général. Donc, J'avoue que j'ai particulièrement apprécié de lire ce roman dans les transports en commun. Ah, trop bien. Ah, j'avais pas pensé. Ça, c'est Voilà. un acte de rébellion aussi. Ouais, 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 je trouvais que l'image était forte. Voilà. Et j'avoue qu'il y avait beaucoup de regards Ouais, circonspects. C'est ça qui est drôle. j'adore. Par rapport à ça, par rapport au regard qu'on peut avoir sur ce livre-là, moi j'ai trouvé qu'il y avait aussi une, comment dire, une concomitance avec Loulou Robert, une concomitance avec Emma Becker, qui ont toutes les deux, et davantage Emma Becker, bien entendu, reçu beaucoup de choses négatives. Mm. Pour le coup, par rapport à cette sexualité, pour elle, pour le coup, débridée, là, c'est pas forcément le cas, mais pour cette sexualité assumée, euh, justement, le regard par rapport à ce texte-là, par rapport au regard des autres, est-ce que finalement c'est important pour toi ou au final, peu importe, l'urgence était nécessaire et il n'y avait pas besoin, il y avait pas besoin de minorer ce que tu allais dire. Est-ce que tu t'es censuré en fait? C'est ma question. Pas du tout. Je me suis pas du tout censurée, encore une fois, parce que je pensais pas être publiée en écrivant tout ça. Et après, alors le regard des autres, si tu veux, moi, il est important pour moi seulement quand on me dit, ah punaise, j'ai pu retrouver un pan de mon enfance ou de ma jeunesse, ou ça m'a parlé à tel endroit. Ça me touche beaucoup. Après, je sais de toute façon que dès lors qu'on parle de sexualité, on marche sur des œufs. On est censuré ou on est traité. Alors là, on peut plus me traiter de fille de pute, mais je sais pas ce qui pourrait se trouver. Voilà, non, mais on va toujours pousser les gens dans leur retranchement. Et en plus, ouais, en parlant de travail du sexe, c'est encore pire, je crois. Parce que je vois qu'il y a un énorme tabou. Moi, je travaille beaucoup autour de cette thématique, que ce soit dans mes films ou dans la bande dessinée. Je parle beaucoup de travail du sexe et en fait, je vois qu'à chaque fois, ben, en fait, ça enfonce des portes parce que et pourtant, c'est commun et c'est vieux comme le monde, mais il y a toujours un tabou énorme. Donc d'autant plus, j'ai envie de parler de tout ça parce que s'il y a un sujet à débattre, moi je veux bien en être. Très bien. Il y avait une question de Patricia pour savoir si tu avais trouvé un éditeur tout de suite et si Louis et Henri ont voulu changer le titre ou pas et votre travail par rapport justement à cette question de la censure ou pas. Je pense qu'ils n'ont, à mon avis, rien censuré du tout. Ouais, d'accord. Voilà, les connaissant plutôt bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec eux, notamment dans cet échange-là? Il m'a beaucoup parlé de ce texte-là. Il était extrêmement enjoué aussi et il a raison de l'être. Mais j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé également avec eux. Bah, alors en fait déjà ce texte il a fait un long chemin parce que j'ai commencé à l'écrire en 2021 et là il sort seulement en 2026 donc ça a été quand même relativement long. Au départ ça devait être une bande dessinée. Et en fait, j'ai eu trop de choses à dire, j'arrivais pas à me restreindre. En fait, j'arrivais pas à en faire un scénario. Donc, j'ai écrit en masse et je me suis dit, bah, évidemment que c'est en train de devenir un roman, donc je vais creuser dans cette veine. Et non, il est passé entre beaucoup de mains d'éditeurs. Je vais pas les citer, mais j'ai été ghostée par une grande éditrice parce que je ne sais pas d'ailleurs, je sais toujours pas pourquoi. Un éditeur, enfin, ce livre, il est passé 2 fois en commission dans une grande maison aussi. Il y a eu débat, il a été beaucoup défendu et en même temps, je crois que le sujet leur paraissait un petit peu touchy et au final, il a été refusé parce que jugé pas assez féministe. Et alors ça, j'avoue que la pilule a été un peu compliquée. Ouais, ouais, je veux bien qu'on juge mon écriture si elle plaît pas, j'entends parce qu'elle est assez particulière. Peut-être que la thématique ne correspond pas non plus à l'instant T, à ce qui se fait en ce moment, mais Ça, c'est improbable hein, comme justification. juger mon écriture, donc moi, hein, de non féministe venant d'un homme qui était plutôt âgé, bah non, j'ai trouvé ça très petit. Mais non, après la rencontre avec Louis et Henri, alors c'était totalement du hasard parce que c'est mon amoureux qui les a rencontrés en festival. Mon amoureux qui est aussi scénariste, mais alors qui est un attaché de presse incroyable parce que il parle beaucoup mieux que moi de mon travail. Et en fait, il a parlé rapidement de mon roman à une autrice qui était sur place. Louis ou Henri, je sais plus trop, était prêté une oreille à cette conversation-là. Et en fait, ça s'est fait très vite parce que Henri m'a demandé de lui envoyer le texte le dimanche soir. Le lundi matin, j'avais un mail en me demandant de venir sur Paris dès que possible pour en discuter. Donc là, ça a débloqué rapidement. Et en fait, moi, je suis hyper contente d'être chez eux parce que ça paraît très bête de dire ça, mais en fait, ils sont humains déjà, parce que ça joue beaucoup.
et ils savent de quoi je veux parler. En fait, la condition prolo, la condition féminine, j'ai l'impression qu'ils sont hyper sensibles à tout ça. Et ils ont, comment? Ils n'ont pas voulu me censurer, surtout, effectivement, c'est ça. Le titre, on en a parlé, parce que c'est un argument qui compte aussi, mais en fait, non, on ne l'a pas changé parce qu'il paraissait tellement évident. À la base, ce titre, c'est un titre de travail quand même. J'ai commencé à l'écrire comme ça, sans forcément savoir si j'allais garder ça. Mais non, non, je trouve qu'il fonctionnait bien. Et en fait, surtout, j'avais pas d'autre idée. Il me paraît tellement évident que voilà. J'ai retrouvé le passage d'ailleurs sur Ah, la table basse, hein. ouais. Donc tu parles d'Annie Ernaux. Je l'avais souvent lu pendant les babysitting. Ces livres étaient suffisamment courts pour me laisser le temps de les terminer avant le retour des parents. C'est vrai. Aujourd'hui, imaginez mon livre et mes idées trôner sur la table basse, Maison du Monde, la table basse, de ces grands bourgeois. Ça me fait autant bander qu'un bon gonzo. Voilà, cette phrase, j'ai trouvé géniale. Donc, tout ça pour vous dire que le texte, il est extrêmement vif, il est extrêmement incarné, c'est évident. Il y a beaucoup de choses finalement dans ce texte-là parce que au fil des périodes que tu égrènes, on voit apparaître de nouvelles thématiques. Ça, je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'on aurait pu penser que c'était un roman très familial et au final, la famille disparaît peu à peu aussi au cœur du roman. C'est extrêmement familial au début, et puis en plus, derrière, bah, ça va sur des questions aussi collégiales, des questions d'éducation, des questions féministes, là pour le coup. Donc bref, tout ça pour vous dire qu'il est extrêmement dense. On pourrait penser qu'il est court, mais en réalité, il est loin d'être court parce que la densité des choses qui sont visibles est extrêmement puissante. J'aimerais bien que tu nous lises un premier extrait, Swan. C'est à toi. Et avant ça, on va prendre une petite photo de groupe. Ok. Et c'est bon. À toi, Swan. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Parfaitement. Parce que c'est le micro de mon ordi, donc ok, je ne me trompe pas. Transition osée. Le disque jockey n'a peur de rien. Il a la main heureuse sur sa platine dénichée chez Cash Express. Les dernières notes de partenaires particuliers résonnent, rappelant le premier flirt. Jean-Jacques Goldman prend le relais sans prise de risque. Encore un matin. Chanson qui permet justement de les oublier un peu les matins. La voiture qui gueule dans le froid et qu'il faudra certainement pousser. Le premier jour d'intérim à assumer pour ne pas être radié. La moquette maculée d'expresso des bureaux à aspirer avant l'arrivée des employés. Le pointage à la sortie de l'usine. La poitrine soulevée par les quelques canettes de Red Bull qui aident à tenir bon dans la nuit. Ici, on remue les têtes pas faites pour les grandes études. On piétine avec rage, on décharge, on écrase, on lance les bras autour de soi comme autant de coups dans la gueule. Je peux continuer ou j'ai peur d'être trop long, mais bon. Non, allez, vas-y, Ok. Swan. Je ne garde aucun souvenir de la cérémonie. Aucune photo n'a été prise ce jour-là. Comme si on voulait tout effacer. Je ne me rappelle ni la dégaine du maire du village qui officiait alors, ni les vœux prononcés par mon père, et encore moins les siens, à elle. C'est seulement devant la barbaque rose du buffet froid que je refais surface, sortant de cet état d'apnée amnésique. La veille, ma grand-mère paternelle est venue remplir le vide de la maison, accompagnée de ma tante. Dans leurs valises, elles ont emporté un semblant de fête et quelques artifices ultra féminins dont elles seules ici détenaient le monopole. Sur le lit, elles ont vidé les valises et déchiré bruyamment les sacs plastiques aux couleurs des enseignes que se disputent les zones industrielles des petites villes. Toutes les trois m'ont fait me déshabiller. Ma poitrine sous leurs yeux, je suis sûre qu'elles ne regardaient que ça, histoire de surveiller si l'enfant sombrait bien dans les temps, si la nature faisait correctement son œuvre à travers moi. Merci. Merci, Swan. Alors, tout à l'heure, on parlait de sexualité, mais c'est aussi la découverte de la sexualité quand on est adolescente, et notamment la masturbation. Clairement. Alors, il y a un passage où j'ai mis dans la marge, quand on pense que j'ai touché tous ces objets-là, je pense notamment à ces tubes de colle, à ces brosses à cheveux, tous ces objets-là que les adolescentes peuvent utiliser, en effet. Voilà, donc. Il y a des moments en effet assez surprenants, mais en même temps, on imagine aussi très bien la chose. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est cette phrase-là. Le collège est un cirque monstrueux à ciel ouvert, à deux doigts de la dérive sexuelle, tout le temps, partout. Et je trouve que ça, c'est extrêmement juste et je trouve qu'on le minore aujourd'hui beaucoup trop. Je trouve que le collège n'est pas assez ciblé sur les dérives, sur la sexualité, sur la sexualisation des enfants,
parce que ça reste encore des enfants au collège, et ça, on a malheureusement tendance à le minimiser un petit peu. Quel est ton regard là-dessus? Quel est ton regard sur ce collège-là que tu juges 20 ans après, mais qui finalement n'a pas évolué, et qui peut-être a encore pris de l'ampleur? Bah, en fait, je le juge comment, le condamner parce que, en fait, il faut bien comprendre que ces adolescents-là, qu'on a tous été, hein, c'est une espèce d'explosion énorme hormonale qui nous dépasse complètement. C'est drôle, là, en ce moment, il fait hyper froid chez moi, dans mon village, et je vois des gamins en t-shirt, toujours des ados, et je me dis, mais en fait, c'est hormonal, tout ça, c'est pas possible. Enfin, on est hyper dépassé par ce qui se passe dans nos corps, et en même temps, on aimerait bien comprendre ce qui se passe, justement, mais sauf qu'on ne nous en parle pas. Il n'y a pas tous les parents qui sont aptes ou qui ont envie de parler de sexualité. Et quand on voit que l'éducation sexuelle à l'école, dans les collèges ou les lycées, bah, alors je ne sais pas si elle est depuis mise en place, mais elle est toujours discutée. Moi, à mon époque, j'avais eu un seul cours d'éducation sexuelle en quatrième où il fallait vaguement enfiler un préservatif sur un faux zizi. Bah, en fait, évidemment que ça nous dépasse et évidemment qu'on cherche les limites, sauf que personne n'est là pour nous les indiquer, justement, les limites. Donc, ouais, c'est à deux doigts d'exploser et en même temps, c'est un peu de la faute des adultes. Voilà. En effet, notre faute, clairement. Alors là, la limitation des réseaux sociaux à 15 ans va peut-être changer les choses. Ouais. On verra. Je pose toujours régulièrement à chaque invité, alors non, je vais poser après la question d'Aurélie, c'est à toi. Je rebondis parce que en fait, je fais le lien sur ce que vous aviez dit au tout début de la rencontre sur la sexualité des enfants et la sexualité de nos parents. Mais en fait, à un moment donné, je vais essayer d'être claire parce que j'ai eu une fulgurance. En fait, la question qui se pose, c'est est-ce que de la même manière que quand on est ado, on a vraiment beaucoup de mal à conceptualiser et à accepter la sexualité de nos parents, en tant que parent, c'est aussi vachement difficile d'accepter et de conceptualiser la sexualité de nos enfants. Mm. Donc, Ouais, ouais, non, non, je pense que c'est à double sens, effectivement. Et pour autant, je pense qu'il y a des tabous à cet endroit-là qui ne devraient pas être. Et justement, la sexualité des enfants, elle devrait pas poser problème. Au contraire, je pense elle devrait être accompagnée, elle devrait être guidée pour justement éviter toutes les déviances. Donc, je sais pas trop quoi répondre à ça, mais effectivement, je pense que oui, il y a une gêne mutuelle qui crée cette atmosphère hyper anxiogène dans certaines familles et dans certaines sexualités, alors que je pense que ça devrait pas avoir lieu, quoi. Parce non, que c'est effectivement, ça ça. ne devrait pas avoir lieu, mais si Ouais, nous, en tant que parents, on ouais, était accompagnés aussi, bah, ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. pour lever le frein de nos ados qui savent pas ce qui se passe. Ouais. Et bah, voilà. Et pour autant, on a été nous-mêmes jeunes, donc en soi, ils passent simplement par, enfin, ils passent par un chemin qu'on a déjà connu, même si effectivement les réseaux sociaux, ou pour parler plus largement, le rapport à la pornographie a évidemment changé depuis, mais en soi, en fait, je pense qu'on serait apte à entendre et à les aider à cet endroit-là, quoi. Bah, je vais lui faire lire un livre, hein, je préfère. Ouais, ouais, oui, non, mais c'est vrai que c'est pas toujours simple de trouver les mots, par contre, hein. C'est vrai que, non, mais je pense qu'il doit exister des bons ouvrages. Ouais, ouais, je Ouais, pense. ouais, il y a bien trop petit de Manucos Ok, je connais pas. qui a justement été censuré. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà. Donc, je vous le D'accord. conseille pour tous les parents d'ados, c'est une bible. Ok, bah je note. D'autant plus qu'il a été censuré, je pense qu'il y a quelque chose à creuser derrière en plus. Tout à fait, par l'immense Gérald Darmanin, himself, Ah, ben il me oui. semble. Il me semble. C'est peut-être, j'ai peut-être trouvé la phrase que l'éditeur qui t'a refusé trouvait que ce n'était pas assez féministe, mais peut-être n'a-t-il pas compris le sens de ce chapitre 11. Je n'ai jamais eu peur des hommes. C'est peut-être pour ça qu'il ne m'est jamais rien arrivé avec eux. Je veux dire qu'il ne m'est jamais rien arrivé de grave. Je n'ai jamais été frappé ou abusé par eux, mais peut-être aussi que c'est l'inverse. Peut-être que je n'ai pas peur parce qu'il ne m'est jamais rien arrivé. Les femmes, elles, me font peur, depuis toujours. Une femme, ça vole les hommes, les pères, les fils et les époux. C'est puissant, une femme. Tellement plus que tous les hommes réunis. J'ai une tendresse infinie pour eux parce que je sais leurs faiblesses et je sais comment moi et toutes les autres on les surpasse. J'ai l'impression que c'est ça, non? Qui l'a peut-être gêné. Ouais, ouais. Et je comprends, hein. Je comprends très bien.
Sorti de son contexte, ça s'entend. Mais déjà, je pense, enfin, ça me paraît évident, c'est pour ça que je mets pas forcément le doigt dessus, qu'en tant que femme, c'est évident d'être féministe, enfin, de défendre nos propres causes. Enfin, l'inverse me paraîtrait assez surprenant. Mais après, enfin, de par mon expérience personnelle, j'ai effectivement plus souvent été jugée par des femmes, et surtout concernant ma sexualité, que par des hommes dans les faits. Alors peut-être que c'est une question de rivalité, hein, peut-être que c'est une question de regard masculin aussi, du coup, qui met justement les femmes en rivalité. Mais non, je parle d'un cas de figure qui est assez précis, et qui est justement ce regard de la sexualité-là. Mais en soi, pour me rattraper, je pense que la sororité existe quand même et j'en ai des preuves tous les jours et notamment via des lectrices qui m'écrivent et qui se reconnaissent dans ce que j'écris justement. Heureusement qu'il y a ça, mais c'est vrai que en même temps c'est difficile de parler d'un féminisme. Je pense qu'il y en a autant qu'il y a de féministes. Et il y a plein de courants et il y a des courants par exemple effectivement anti-sexe ou anti-travailleuses du sexe où là pour le coup bah, je suis leur première ennemie au final. Donc c'est compliqué là de parler de féminisme dans ce cas-là. Ce qui est aussi très intéressant, on n'en a pas encore parlé, c'est le rythme du texte. Le texte, il est extrêmement rythmé. Il y a beaucoup. Moi, je l'ai quasiment lu comme un slam, en fait. Je l'ai quasiment lu comme une déclamation d'un esprit, d'une pensée. Je ne sais pas comment tu l'as conçu de manière rythmique. Tout à l'heure, tu disais que c'était des brèves, finalement, quasiment des chroniques qui s'étaient ajoutées les unes aux autres. Mais dans quel état on peut être quand on écrit un texte comme celui-ci? Est-ce que la musique t'accompagnait? Est-ce que au contraire c'était l'urgence, c'était la colère, qui était finalement une sorte de musique peut-être un peu sombre, mais est-ce que ça t'accompagnait ainsi? Moi, je pense que oui, ça part déjà d'une colère. Effectivement, tu parles de chronique et je pense que c'est plein de petits passages qui ont été écrits suite à des déclencheurs dans ma vie de tous les jours, hein, que ce soit l'avortement, que ce soit la rupture, que ce soit plein de choses en fait. À chaque fois, il y avait un déclenchement à ma colère qui était donc les prémices de l'écriture. C'est une colère que je nourrissais avec la musique. Et j'ai effectivement beaucoup écrit en musique parce que aussi ça me replongeait dans une période de mon enfance, quand je parle par exemple d'Alizée ou d'Antisocial, et ça m'aidait énormément à me replonger dans ces souvenirs-là. Euh, Alizée, je donc, précise, la chanteuse pour moi ouais, Lolita notamment, qui est en effet la première apparition presque télévisuelle sexualisée aussi d'une adolescente vraiment. qui Ouais. a déclenché aussi beaucoup de choses, Ouais, ouais, malgré parce elle. qu'à l'époque, Malgré elle. ouais, ouais, bah oui, parce que je pense qu'elle a été un petit peu manipulée aussi. Enfin, en tout cas, on l'a formatée à une époque. Enfin, elle avait 16 ans, hein, je crois, quand elle a tourné le clip, elle a chanté Moi Lolita. À 16 ans, je pense qu'on ne sait pas trop dans quoi on s'engage, surtout en termes de médiatisation. Mais non, non, d'abord la colère, effectivement, la musique, beaucoup. Et puis après, en fait, le rythme, il est venu tout seul. Et surtout, j'aimais bien comment? J'aimais bien me relire à voix haute pour écouter la musique de mon texte. Parce que, en fait, c'est là où ça a été long à écrire aussi, c'est que chaque mot est pensé. Il n'y a aucun mot qui est laissé au hasard. J'aurais pu emprunter des synonymes ou autres, mais en fait, si j'ai emprunté ce mot, c'est qu'il résonnait mieux avec celui qui allait suivre. Et en fait, tout ça, enfin, tout a été pensé. Et oui, je voulais que ce soit mélodieux. En fait, je voulais pas juste raconter quelque chose, je voulais que ce soit agréable à lire. Ça l'est. Je pose toujours deux questions récurrentes aux auteurs et aux autrices qui passent ici. La première, c'est celle de choisir un livre méconnu, un auteur méconnu que vous aimeriez remettre au goût du jour. Et ça va peut-être nous en dire plus aussi sur tes influences littéraires. Tout à l'heure, j'ai parlé d'Emma Becker, j'ai parlé de Loulou Robert. Ça peut potentiellement tomber juste, mais potentiellement pas du tout. Et peut-être que tu lis de la SF ou du western, ou voilà, tu vas nous Non, le pour dire. le coup, alors c'est drôle, mais sans le vouloir, je lis, je pense, 99% d'autrices. À chaque fois que je vais en librairie, c'est des autrices qui me sautent aux yeux et je lis très très peu d'auteurs, hormis Joseph Incardona. Lui, je pourrais jamais m'en passer. Mais alors non, le passage que j'ai choisi, alors c'est assez compliqué comme question parce que méconnu ou pas, tu vois, je sais pas à quel point c'est ma culture et pas celle des autres, mais j'ai choisi
Et c'est quelqu'un qui m'a pas influencé, mais c'est un texte qui m'a bouleversée. Je montre la couverture. C'est Simonetta Gregrio qui a écrit, donc c'est un recueil de nouvelles qui s'appelle Femmes de rêve, bananes et framboises. Et en fait, dedans, alors je m'y attendais pas, hein, ce livre, je l'ai trouvé, je crois même dans une boîte à livres. La couverture m'a parlé. J'aime beaucoup la littérature italienne et je me suis dit, bon, faut que je le prenne. Je l'ai lu un peu comme ça, vraiment en pure découverte. Et en fait, je suis tombée sur cette nouvelle qui s'appelle Os de lune. Et alors, je suis très nulle pour parler de ce que j'ai aimé parce que c'est vraiment un truc hyper corporel et j'ai du mal à mettre les mots dessus. Mais cette nouvelle Os de lune, ça revient sur un monsieur italien qui a survécu à la Shoah. Et en fait, s'il a survécu, c'est parce qu'il s'est rattaché au peu, alors non pas d'humanité, mais d'animosité qui existait encore dans ce camp, parce qu'il s'est lié d'amitié avec le chien d'un caporal. Et en fait, le jour où il a eu l'occasion de fuir le camp, il a emporté le chien avec lui, jusqu'à un destin assez noir, parce que un chien d'Allemand, bah, ça peut pas survivre. Mais voilà. Et en fait, cette amitié hors norme, hein, entre un homme et un chien, et la domination que l'un peut avoir sur l'autre. Je l'ai trouvé incroyable et c'est une nouvelle qui m'a fait pleurer. Bon, j'étais enceinte à l'époque, peut-être que les hormones parlaient aussi, mais vraiment, il est... Et j'aimerais bien la relire, je crois que je vais la relire ce soir. Très bien, très bien. Le titre est en effet particulier, pour le coup. Ouais. Os de lune, ouais. Euh, la deuxième question, c'est celle de se transposer dans un personnage de fiction pendant 24 heures, d'imaginer qui serait Swann Dupont dans un personnage de fiction au sens très large du terme. Ça peut être de la BD, ça Voilà. peut être un roman. Et est-ce que tu changerais Ok. son destin? Et ben alors là, je sors mon post-it parce que c'est un livre que j'ai prêté à des amis parce que c'est un livre un peu doudou que j'adore faire lire autour de moi. C'est Le Mur Invisible. Alors j'ai peur d'écorcher son nom de famille. C'est une autrice autrichienne qui Aushofer. s'appelle Marlène Aushofer. Aushofer. Je suis très mauvaise. J'ai fait espagnol, c'est terrible. Il est sorti en 63 et en fait c'est l'histoire d'une femme, mère de famille, je pense qu'elle a la cinquantaine, qui se retrouve au final enfermée sous un dôme, un mur invisible donc, avec à disposition donc une ferme, une vache, je crois qu'elle a un poulailler, une petite rivière et en fait au départ c'est un peu survivaliste mais en fait elle se rend compte que elle a jamais pris autant de temps pour elle et qu'être coupée du monde et surtout des hommes, bah, ça, c'est pas que ça l'arrange bien, mais en fait, ça a créé quelque chose de totalement différent chez elle, jusqu'à sa transformation du corps, parce qu'elle travaille beaucoup, parce que, enfin, c'est très physique tout ça, quoi. Et alors, ouais, ce personnage, pendant 24 heures, j'aimerais bien être enfermée dans la montagne avec des animaux à survivre. Et par contre, j'en changerai la fin parce elle est ignoble. Très bien, c'est un choix fort. En principe, les auteurs ne veulent rien changer. Ah mince, Donc ah ouais, c'est non, voilà, là bon, quand c'est même. très bien. Eh ben voilà, Ouais. c'est très bien. Sandra, c'est à toi. Merci, bonsoir tout le monde, bonsoir Swan. En vous écoutant sur ce sujet quand même assez personnel, hein, finalement, ce roman assez personnel que vous disiez ne pas avoir l'intention au départ en l'écrivant de l'éditer, mais maintenant qu'il est édité, euh, finalement, comment vous ressortez en fait de l'écriture de ce roman et de savoir qu'il est édité et qu'il est lu par d'autres? Est-ce que vous êtes totalement libéré finalement de tous les sujets qu'il traverse? Est-ce que, je sais pas, vous avez ce sentiment euh, de satisfaction du devoir accompli? Est-ce que vous avez des espoirs peut-être sur l'impact qu'il peut avoir aussi sur les lecteurs, les lectrices? Voilà, enfin, comment vous en ressortez finalement et qu'est-ce qui se passe aussi en vous dans le fait même qu'il soit édité alors qu'au départ, c'était pas votre intention forcément. Bah alors en fait, j'ai eu l'impression d'avoir réglé mes comptes, non pas en publiant le roman, mais en achevant son écriture. Ça, déjà, c'était acté, c'était fait. Après, le fait qu'il sorte, évidemment, en fait, ça aurait été bête, je crois, de laisser ce texte, comme tous les textes, hein, dans un fichier d'ordinateur. Ça aurait été un peu tout ça pour ça. Bon, donc le fait qu'il existe, c'est très bien. Après. Je suis hyper contente encore une fois de tous les retours que je peux avoir de la part de lecteurs et lectrices qui se reconnaissent dans mon texte parce que je me dis qu'au moins il sert à quelque chose quelque part. Il sert à quelque chose. Et après, non, le seul truc c'est que
on n'est jamais préparé, je crois, à la sortie d'un livre aussi intime. Enfin, moi, je savais pas ce que ça allait me faire. Et il y a un petit côté quand même, une impression de dépossession au départ, où comment? En fait, j'ai eu l'impression de vivre dans mon terrier pendant très longtemps parce que je vis vraiment à la campagne, j'ai pas de voisins et ça me va très bien. Et d'un coup, je suis assez exposée et tout le monde peut lire ce qu'a été ma vie et ce qui est un but en soi. Enfin, je l'accepte, voilà. Mais j'ai pas eu de sas de décompression entre les deux. Donc, j'ai eu quand même quelques jours où, bon, je me suis posée, j'ai posé mon portable surtout parce qu'en fait, c'est ça, j'étais très sollicitée et ça m'a fait hyper bizarre. Mais ça y est, je pense que c'est un truc à intégrer en fait. Et voilà. Mais le fait qu'il existe, non, je suis hyper contente. Et le fait en fait d'avoir l'objet livre entre mes mains aussi, ça c'est hyper important. Et d'ailleurs, est-ce que des adolescentes l'ont lu? Parce que je m'interrogeais sur l'âge à partir duquel on pouvait le conseiller. Est-ce que c'est aussi un objet d'émancipation adolescente, notamment pour des jeunes filles qui pourraient voir qu'en effet ce qu'elles vivent n'est pas totalement isolé, que c'est quelque chose de commun et que elles peuvent aussi en parler. Je ne sais pas si tu t'es posé la question. Bah, en fait, alors je me suis pas posé la question, mais on m'a posé la question. J'ai un lecteur il y a pas longtemps qui m'a dit, bah, j'ai ma nièce de 13 ans qui a un petit copain qui commence à découvrir un petit peu la vie aussi. Est-ce que je peux lui faire lire? Pour moi, personnellement, 13 ans, ça me paraissait un peu tôt, mais en soi, je pense que ça dépend des maturités de chacune et de chacun. Après, en fait, si on prend l'épisode adolescence de mon livre et enfance, effectivement, il pourrait parler aux adolescents. Mais après, ça parle aussi plus largement de la sexualité plus adulte. Encore une fois, c'est bien de ne pas avoir de tabou, mais est-ce qu'elles sont prêtes à entendre parler d'avortement tel que je le décris aussi, par exemple? Même si ça peut être préventif, hein, je sais pas, mais ou Ou de de travail poupées du gonflables. sexe. Comment? Ou de poupées gonflables. Ouais, ou de poupées gonflables. Je sais même pas si ça existe encore, ce genre de truc, mais oui, j'imagine. Mais disons qu'il y a plein d'épisodes où, en fait c'est difficile de cibler un lectorat type. En fait, je pourrais pas donner d'âge. Je pense que si c'est une demande personnelle, si on voit que l'adolescent effectivement a une question, enfin, une espèce de quête de sexualité, ouais, pourquoi pas lui mettre le livre entre les mains, mais je pense qu'il faut pas lui donner comme un manuel en mode tiens, prends ça, lis et tu verras ce qu'il en ressort. Je pense que je suis pas tendre dans mon écriture, hein, donc je sais pas trop. Alors, pas tendre et en même temps, je trouve que la violence, elle est présente, c'est évident, mais elle est souvent déplacée dans un détail presque anodin. Je trouve que, enfin, moi en tout cas, quand je t'ai lu en marge, euh, je me suis fait beaucoup de films. C'est-à-dire que j'ai noté des choses en pensant que ça allait arriver. Parfois, ça n'arrive pas, parfois, ça arrive. Mais je trouve que c'est toujours sur un fil, toujours très subtil. On a l'impression que il va se passer quelque chose de grave. Parfois, il ne se passe rien de grave. Est-ce que tu as joué aussi sur ça, sur cette violence à peine décrite, qui finalement peut être beaucoup plus forte à travers le langage, par exemple? Je crois pas que j'ai joué. En fait, rien n'était vraiment calculé. Mais non, pour moi, la violence, elle est davantage dans les rapports sociaux et la lutte de classe que dans la sexualité telle que je la décris. Et j'ai pas voulu, encore une fois, j'ai pas voulu être provocante, j'ai pas voulu être violente dans mes propos. En revanche, je voulais pas poétiser mon propos. Je voulais pas rendre beau des épisodes qui ont été plutôt crus. Donc en fait, j'ai essayé d'être en fait, j'ai écrit sans filtre et j'ai pas retouché ça après. C'est surtout ça, en fait. C'est tel que ça a pris forme dans ma tête. J'ai pas cherché à transformer le truc pour me conformer à un regard en particulier. Donc non, non, ouais, la violence, elle est là, mais en même temps, si elle est écrite, c'est que elle a été vécue telle quelle, quoi. Et puis à travers l'enfance aussi, c'est toujours décrit de manière fragmentaire. Il y a rarement une scène totalement décrite en entière. Elle est toujours comme par bribes, comme par souvenir. Est-ce que ça aussi, ça s'est travaillé le rôle de la mémoire? Est-ce que peut-être qu'à un autre moment, à un instant différent, si tu l'as écrit en 2021, peut-être qu'aujourd'hui, il aurait été aussi peut-être différent dans l'émotion, dans la colère, dans les mémoires, dans les souvenirs que tu as pu avoir. Est-ce que c'est possible? Ouais.
Ouais, je pense que déjà c'est une question de disposition aussi. À ce moment-là, quand j'ai commencé à l'écrire, je me suis retrouvée seule. Je pense que c'est pas un livre que j'aurais pu écrire entouré de monde ou d'enfants autour de moi. Il y avait un truc très analytique où il me fallait le temps d'écrire et en même temps, ça m'arrivait aussi d'écrire en plein milieu de la nuit ou très tard la journée. Donc en fait, j'étais un peu hors du quotidien à ce moment-là. Euh, mais après, c'est fragmentaire, je crois, parce que c'est à l'échelle de mes souvenirs. Quand on est adulte, c'est vrai il nous reste des bribes, un peu comme des photos au final de notre enfance, ou alors ça va être une chanson, ou alors ça va être une odeur. Mais en soi, c'est pas un récit qui se tient, quoi. C'est vraiment des bouts que j'ai essayé du coup de développer. Euh, et de mettre bout à bout, en fait, histoire de comprendre effectivement comment s'était déroulée toute cette période-là. Mais, euh, mais en même temps, c'était aussi important pour moi de l'écrire là parce que la perte de mémoire, c'est un truc qui me fait super peur. Et je crois comme beaucoup d'auteurs. Et en fait, je me dis, si j'écris pas ça maintenant, j'ai peur d'oublier tout ça. Et alors après, une fois la colère passée, une fois le texte écrit, tout à l'heure tu disais que tu te sentais entre guillemets mieux, ça y est, ça avait tu avais tout déversé. Euh, Mais est-ce que ça continue de t'habiter? Le fait est qu'on a des rencontres comme ce soir, tu continues de parler du livre. Est-ce que ça continue de t'habiter et de te faire souffrir? Est-ce que tu es toujours en colère finalement quand on te pose une question, par exemple? Peut-être que depuis tout à l'heure, je t'ai posé une question qui t'a peut-être mise en colère. Sait-on jamais, sait-on jamais, mais qui a fait ressurgir quelque chose de ces années-là. Est-ce que tu es sur une brèche en fait? Est-ce que Euh, Alors je suis pas en souffrance par rapport à tout ça. Je suis pas quelqu'un qui souffre, mais je suis quelqu'un qui est en colère ou qui l'était beaucoup, comme je le disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a encore des sujets qui peuvent m'animer, hein, quand je vois par exemple le quotidien de mon père ou quand je vois des témoignages de lecteurs qui me disent ah ouais je suis pareil. Enfin une espèce de différence de classe sociale. Tu vois par exemple quand je suis allée enfin demain j'ai une rencontre en librairie dans mon village. Et donc la libraire, qui est géniale, hein, me disait qu'elle avait eu des visites de lecteurs qui sont venus acheter le bouquin, qui n'avaient jamais mis les pieds dans sa librairie. Et tu vois, c'est cette espèce de plafond de verre-là, justement, qui m'emmerde et qui me met encore en colère parce que ouais, on ne fait pas croire, enfin, on laisse pas croire aux gens avec lesquels j'ai grandi, donc des prolos, que c'est possible de lire, que c'est possible d'aller au théâtre, que c'est possible d'aller à la ville, que c'est possible de faire autre chose hors du village. Et en fait, ça, ouais, ça me met toujours en colère parce que quand je vois, je suis pas quelqu'un d'hyper politisé et je parle jamais de politique parce que, bah, en fait, je me sens pas concernée parce que je suis prolo. Et en fait, ça, effectivement, ça me met en colère parce que on continue à vivre en vase clos, on nous enferme gentiment dans les villages. Et en soi, tout ce qui se passe autour, ça nous regarde pas, on nous tient à distance en fait. Donc ouais, franchement, je dirais la lutte des classes, ça me met encore hyper en rogne parce que le chemin est encore méga long. Et après, tout ce qui est en rapport avec le regard qu'on peut avoir sur la sexualité, les commentaires un peu durs et tout, non, c'est pas de la colère, c'est juste, je me dis, pff, là encore, on a du chemin à faire, mais franchement, j'ai pas à éduquer les gens, moi, c'est pas mon job. J'éduquerai mes enfants, mais pas les gens qui ont la bêtise peut-être de commenter mon livre sans l'avoir lu. Ça, c'est arrivé. Donc, mais non, la colère, elle est sociale encore parce que ça change pas en fait. tu te sens toujours dans cet état de prolo, comme tu dis? Ah ouais, carrément. Et même quelque part, j'espère, hein, parce que ce serait un gros mot pour moi d'être passé de l'autre côté de la barrière. Même si effectivement, je pense que j'ai quand même un tout petit peu changé de classe sociale, hein, parce que je suis pas dans le prolétariat dans lequel j'ai grandi avec mes parents. Là, pour le coup, mon frère et ma sœur sont restés. Mais je pense que j'ai changé de classe sociale en me donnant accès à une culture. C'est surtout ça. C'est pas tant financier, hein, c'est la culture. C'est en allant à Paris, en faisant des études, en ayant mon bac. Je suis la seule de ma famille à avoir mon bac. Donc déjà, là, je passais à une strate supérieure. Et c'est en accédant à ouais, des métiers médiatisés. Je trouve que ça aussi, c'est un peu réservé à l'élite, hein. Un prolo peut pas forcément... en fait, on lui donne pas la parole. Et je crois que c'est le fait d'avoir la parole aujourd'hui via le cinéma, via le roman, via la bande dessinée, euh, où oui, je suis plus autant prolo que je l'étais. Mais en tout cas, j'espère continuer à vivre de la même manière parce que moi, j'ai pas envie d'avoir une table basse maison du monde chez moi.
Très bien, c'est dit. À côté de ça, la figure parentale, elle est centrale, mais elle est jamais monolithique, elle est jamais manichéenne. Je trouve que là aussi, sur cette question parentale et même forcément de tous les personnages, mais même si certains arrivent de manière très furtive, hein, les personnages restent très peu finalement dans l'intrigue aussi du roman. C'est extrêmement furtif, mais par contre, les parents restent toujours comme une chape de plomb. On sent qu'ils vont revenir, on sent que ça va être aussi un fil rouge, mais il n'y a aucun stéréotype. Et je trouve que tu montres à quel point la responsabilité, elle est jamais unilatérale, elle est toujours collective, comme une sorte d'injure sociale en fait, mais collectivement. Je ne sais pas si tu l'as écrit ou senti comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a une vraie force collective sur la responsabilité. Ouais, ouais. Alors, je sais pas si ça va répondre à ta question, mais effectivement, je voulais pas, je voulais surtout pas avoir un regard surplombant, que ce soit sur le village ou sur mes parents, parce que je crois qu'il y a un moment, de toute façon, où on se rend compte que nos parents, avant d'être nos parents, bah, c'est des adultes, et en fait, s'ils n'ont pas eu le même chemin que nous, ils ont eu un chemin tout à eux quand même, et que ce serait hyper déplacé de juger ça, quoi, parce que ça ne nous regarde pas, en fait, l'intimité de chacun. Donc, non, non, et puis, enfin, quand je parle de je voulais pas avoir un regard surplombant, je voulais pas rentrer dans le cliché non plus. Il n'y a pas ce truc de tous les papas sont comme ça, tous les mamans sont comme ça, et elles nous brident de telle manière, et tous les hommes et toutes les femmes. J'ai vraiment essayé de suivre ça, et en fait, après, ça ne regarde que moi, parce que c'est mon regard, et je sais que mon expérience, elle est hyper intime. Et effectivement, elle est pas valable pour tous. Je sais pas si j'ai répondu à ta question du coup. Pas totalement, mais je te Merde. pardonne. Eh bien, Swan, c'est le moment de nous lire un second extrait, si tu le veux bien. Tiffany ne sort plus. Depuis qu'elle est réglée, sa mère lui interdit. Elle a trop peur de devoir s'occuper d'une fille mère, comme sa mère s'est occupée d'elle 14 ans plus tôt. Le nouveau territoire de Tiffany s'étend maintenant de sa chambre jusqu'au collège. Planifié, balisé, réduit au strict minimum. Entre les deux, plus rien n'existe. Plus de trottoirs, de squares, de plages aux abords de l'étang. Rien. Elle était la première de la classe à devenir une femme. Elle m'avait raconté le sang au-dessus de la cuvette des toilettes sans vraiment savoir quoi faire. Elle avait pleuré, comme une gamine face à une connerie plus grosse qu'elle. Elle m'avait raconté la gifle aussi, que sa mère lui avait balancée sans prévenir. Il paraît que c'est la tradition. Tiffany ne savait pas, n'avait pas compris. Elle avait pleuré une seconde fois. Je l'avais rencontrée à la fin de l'année scolaire. Durant les récréations, les garçons s'étaient brusquement détournés de moi pour mieux aller voir de son côté. D'énormes boucles rousses lui tombaient constamment dans les yeux, et on aurait dit qu'elle ne savait pas comment ne pas sourire, balançant fièrement ses chicots du bonheur à qui voulait bien l'approcher. Et avant que son décolleté ne pète à la gueule des garçons de la classe, personne ne l'approchait justement. On dit que ça pue les rouquines. Mais voilà, l'appel du sexe féminin avait eu raison de la connerie masculine, et Tiffany était devenue la nouvelle convoitise des plus libidineux. Faut dire qu'elle avait une de ces grâces, de celle qui n'est pas de notre âge, et lorsqu'elle flanchait, elle aussi parmi les cartables. C'était tout son corps qui se cambrait, qui se cabrait même, tendu à l'extrême, à un fil de la rupture, la masse lourde et ingrate des garçons jurés avec sa fragilité. Tiffany offrait bien plus qu'une chute mal simulée. Il fallait la voir lorsqu'elle appuyait ses paumes sur le béton froid, et que ses yeux plongeaient dans le reflet que lui renvoyait la vitre sale. Elle ne détournait même pas le regard. Pire, elle se dévisageait avec un drôle d'air affamé, pendant qu'il soulageait tout contre elle la folie de leur corps mutant. Désormais bannie par les garçons, je passais mon temps à étudier Tiffany, à comprendre comment un corps d'adolescente comme le sien parvenait à se faire si léger lorsqu'elle tentait faussement de fuir. Non, Tiffany ne courait pas, elle planait. Moi aussi, je voulais être un garçon. Sûr que je l'aurais attrapée, Tiffany. Et je n'aurais pas fait mieux qu'eux, peut-être même pire. J'aurais tenté de contenir toute la violence que mon bassin renfermait pour ne pas la blesser, contrôler l'incontrôlable. Quand on s'était reconnus, elle et moi, qu'on s'était presque reniflés, on avait compris qu'on était de la même espèce, de celles dont on dit qu'elles tourneront mal. On s'était ligués pour ne plus jamais se quitter. À ça, on voulait bien croire. Chaque matin, je glissais ma main dans la sienne pour mieux fuir les corps à corps quotidiens, et c'est ensemble qu'on s'enfuyait. Si on avait eu plus de cran, on ne se serait certainement pas laissé enfermer par le grand portail rouillé du collège. On serait parti loin, le plus loin possible. Moi, Thelma, elle, Louise. Merci, Swan. À la clôture de ce roman, quelque chose résiste. Le texte refuse de se laisser ranger, classer, refermer proprement. Il demeure actif, presque mobile, comme si sa trajectoire se poursuivait hors du livre.
Ce qui s'est joué là ne relève pas de l'évidence, mais d'une accumulation de nuances, de déplacements infimes, de glissements successifs. L'écriture avance par petites touches, sans jamais chercher l'effet, préférant la justesse à la virtuosité. Elle observe, elle attend, elle écoute, elle accorde une importance singulière aux zones secondaires, à ce qui d'ordinaire passe au second plan. Dans cette attention patiente, une vision du monde se dessine, jamais frontale, toujours latérale. Ce que Swann Dupont explore est moins un événement qu'un état, une manière d'habiter le réel quand les certitudes se fissurent, quand les mots deviennent insuffisants, quand la mémoire hésite. Le récit progresse dans cet entre-deux, là où l'on ne sait plus très bien ce qui relève du passé, du présent ou de l'imaginaire. Cette indécision n'est pas un manque, mais une matière. La force du livre tient à cette capacité à accueillir l'ambiguïté sans la résoudre. Rien n'est simplifié, rien n'est surplombé. Chaque page semble animée par une éthique de la délicatesse, une confiance profonde dans l'intelligence sensible du lecteur, car il n'est jamais question d'imposer un sens, seulement de proposer une traversée. À mesure que les pages s'accumulent, une forme de gravité douce s'installe. Elle ne pèse pas, mais accompagne. Elle transforme le regard, rend plus attentif aux détails, au silence, aux gestes apparemment anodins. Le texte agit par imprégnation, lentement, durablement, et lorsque tout s'achève, il ne reste ni certitude, ni résolution nette, mais une façon différente d'être présent au monde. Comme si ce roman avait déplacé quelque chose d'essentiel sans jamais le nommer. Et c'est peut-être là que réside sa plus grande réussite. Merci, Swann Dupont. Merci beaucoup. Et c'est aux éditions Istia et compagnie. Merci pour ce moment. Merci beaucoup, Anthony, et merci à tous d'avoir été là. J'ai pas vu toutes les têtes, mais je suis très contente de vous avoir accueillis dans ma petite chambre. Merci, Swann. Et Merci. à bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir.